Cécile Desjardins, je suis journaliste et je suis très heureuse d'être avec vous pour cette matinée d'échanges qui seront très pratiques et illustrées d'exemples. Nous verrons ce qu'est la fraude, les différentes formes qu'elle peut prendre, quelles peuvent être ses conséquences sur l'entreprise, sur les dirigeants de l'entreprise, comment essayer de s'en prémunir et enfin, comment réagir en cas de soupçon ou de fraude avérée. À mes côtés, Alice Noiset, bonjour, et Luc Marty, bonjour. Alors vous êtes tous les deux associés chez Mazars, vous intervenez dans les domaines de l'évaluation des préjudices et l'investigation des fraudes, notamment lors d'audits d'acquisition, mais aussi dans des contextes de crise ou de transition, sur des contentieux civils et commerciaux. Et bien sûr, lors d'investigations de fraude, alors vous nous expliquerez, en cas d'analyse d'éventuelles irrégularités comptables ou encore dans des litiges. Alors, pour commencer, j'ai envie de dire, pour poser le décor, Ali, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que ça veut dire, la fraude? De quoi est-ce qu'on parle? Le mot regroupe des réalités très différentes. Alors, est-ce que je peux vous demander de nous définir quelques fraudes, nous expliquer concrètement ce que vous voyez sur le terrain? Merci Cécile. Donc ce qu'on voit sur le terrain, c'est une très grande variété, puisqu'en fait la fraude, non seulement ça peut prendre des formes vraiment diverses, une gravité qui peut être d'une ampleur faible à des dizaines et des centaines de millions d'euros d'enjeux. Et donc finalement, quand on essaie de définir la fraude, on va plutôt s'attacher à définir le mode opératoire. Et donc on connaît bien les fraudes externes. Donc ce sont les fraudes qui viennent des clients, des fournisseurs, mais surtout d'escrocs professionnels qui vont essayer de l'extérieur d'atteindre l'entreprise, soit par des procédés très simples, soit par des procédés type intrusion, hacking, et donc on va être dans la cybercriminalité. Mais la fraude est pour l'entreprise quasiment à jeu égal, c'est aussi la fraude interne. Donc c'est la fraude qui va être les salariés. Alors là, ça va de l'intérimaire qui est là pour un mois au mois d'août au PDG en qui tout le monde a toute confiance depuis des années. Et donc la fraude interne, ça peut être très, très varié. Ça peut être du vol de marchandises dans les stocks. Ça peut être des fraudes comptables. Le jeune comptable qui va utiliser les chéquiers de l'entreprise pour se faire un chèque à son nom. Et ça peut bien sûr être beaucoup plus grave que ça, une fraude sur les produits avec finalement les composantes qui ne sont pas la qualité qui était attendue. Ça peut être les abus de biens sociaux quand le directeur ou la directrice de l'entreprise va un peu confondre ce qui est du registre personnel et ce qui est du registre professionnel. Et puis il y a aussi un cas assez fréquent, c'est le cas mixte de la fraude qui va être à la fois interne et externe, donc une collusion entre du personnel de l'entreprise et des extérieurs. C'est le cas de la corruption, par exemple, puisqu'il va y avoir des agents extérieurs, notamment des agents publics, qui vont être payés parfois en cachette de la direction par certains employés. Ça peut être aussi, par exemple, la fraude dans le secteur des achats, où il peut y avoir de la collusion entre un responsable des achats et une entreprise, dans le cadre d'un appel d'offres avec un fournisseur qui va être favorisé par rapport à un autre. Est-ce qu'il y a des nouveaux types de fraudes qui sont apparus récemment? Alors, disons, il y a toujours des nouveaux types de fraudes. Ça, c'est le b.a.-ba. En fait, les fraudeurs ont beaucoup d'imagination. Et dès qu'il y a une faille, à un moment donné, quelqu'un va la trouver. Donc oui, il y a des types de fraudes qui progressent. Là, je pense notamment à la situation dans laquelle on vit tous depuis 2 ans, qui est beaucoup de télétravail et un quotidien un peu désorganisé avec la crise sanitaire. Et qui dit crise, désorganisation, dit opportunité pour des fraudeurs, et notamment toutes les fraudes astucieuses type fraude au président. Alors, ce n'est pas des nouvelles fraudes, mais il va y avoir des nouvelles façons d'y procéder. Et puis, je pense aussi à des secteurs qui n'existaient pas il y a quelques années, comme tout ce qui est le green, la sustainability, où il y a beaucoup d'attentes et donc des opportunités créées pour des personnes mal intentionnées qui vont pouvoir jouer sur les nouvelles attentes de l'entreprise pour proposer des produits frauduleux ou des montages frauduleux. Il y a une fraude dont on entend pas mal parler, c'est la fraude au président. Alors peut-être un mot pour nous expliquer ce que c'est?
Alors la fraude aux présidences, c'est une fraude qu'on a vue apparaître il y a déjà, je dirais, une dizaine d'années, qui consiste en fait à faire croire à généralement une personne de la direction comptable qu'une demande du PDG, toujours très confidentielle et toujours très urgente, nécessite son aide. Donc c'est une fraude qui va jouer sur la persuasion et la force vraiment de manipulation psychologique de l'escroc qui va contacter et par vraiment un mécanisme d'emprise progressive, par des appels successifs et une pression constante, va réussir à obtenir d'une personne qu'elle fasse virer des fonds. Donc on appelle ça aussi la fraude au faux virement, puisque finalement les fonds sont virés pas du tout là où ils devaient l'être et partent très très vite dans des circuits de circulation de l'argent qui font qu'on arrive très rarement à les récupérer. Alors une autre définition aussi, la fraude aux faux fournisseurs, c'est pareil, c'est un peu différent? La fraude aux faux fournisseurs, ça va être quand une société qui n'est pas votre fournisseur va se faire passer pour lui pour obtenir le paiement d'une facture. Et donc, ça peut être parfois une vraie facture qui est vraiment due à un fournisseur, mais quelqu'un va contacter votre service comptable en disant nous avons changé de RIB, voilà nos nouvelles coordonnées bancaires. Et donc, c'est un fournisseur qui se substitue à un fournisseur réel. Bon, merci beaucoup Ali, je pense qu'on reviendra sur pas mal de ces définitions. Je me tourne vers vous Luc, qui est touché par ces fraudes? Enfin, est-ce qu'il y a des cibles privilégiées? Est-ce que certains peuvent se dire qu'ils sont tranquilles? Je crois que dans un premier temps, je voudrais revenir sur la définition de la fraude, ce qui est une manière de répondre à votre question. La fraude, c'est un acte malhonnête qui est commis dans l'intention de tromper en contrevenant à la loi et au règlement. Alors en entreprise, on peut avoir, on rajoute le contrat, contrevenant à la loi, au règlement et au contrat. Mais cette définition qui est extrêmement large, puisque on voit qu'elle peut toucher toutes les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, qu'elle soit à but lucratif ou à but non lucratif, toute organisation qui vise à développer une activité professionnelle peut être touchée par la fraude. Il n'y a aucun doute, et d'ailleurs les exemples nous le montrent, nos interventions se font dans tous les secteurs, dans tous les types d'organisations. La fraude intervient à tout moment de la vie de l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle peut intervenir dans le cadre de ces opérations courantes, elle peut intervenir dans le cadre d'événements ponctuels, une acquisition, et peut être susceptible de générer de la fraude ou permettre de découvrir de la fraude qui a été commise avant l'acquisition, voire quelque temps après. Elle peut intervenir en tout lieu. C'est-à-dire qu'elle peut intervenir à la fois au centre administratif, au siège social de l'entreprise, mais elle peut aussi intervenir dans chacun de ses établissements, voire dans chacune de ses filiales à l'étranger. Et le niveau de fraude à l'étranger n'est pas plus faible que celui que l'on peut connaître en France. Et donc on voit un grand nombre de cas de fraude qui interviennent qui sont le fruit ou de managers locaux qui essaient, du fait de la distance, d'échapper. D'en profiter. Et voilà. Et comme l'a dit Alice, la fraude intervient à tous les échelons de l'entreprise, avec un degré de gravité qui n'est peut-être pas le même, mais qui est... Il n'y a pas de raison, si je puis dire, pour lequel il n'y aurait pas de la fraude à tous les niveaux. Et on le constate, que ce soit effectivement le président ou le cadre dirigeant. Le profil type du fraudeur est bien souvent, il faut le reconnaître, un manager en milieu de carrière, plutôt un homme, qui est en position hiérarchique avec une certaine capacité d'action et de décision, et qui donc a la possibilité de commettre une fraude si le besoin se fait sentir. Est-ce qu'on a des chiffres sur la fraude? Est-ce qu'on peut avoir une estimation? J'imagine que par définition, ce n'est pas
C'est pas tamponné, mais... Non, c'est très difficile. Alors, il y a un certain nombre d'études qui cherchent à définir ou à identifier ce que représente la fraude. La fraude au président, ça a représenté, c'est un peu moins fort en ce moment, mais ça a représenté en quelques années, près d'1 milliard d'euros de fonds qui ont été siphonnés par ces industriels de la fraude. En France, dans le monde? En France. C'est surtout une fraude française? C'est surtout, alors, la Belgique, le Canada, enfin le Québec, francophones ont été touchés. Ça commence, mais lentement, à s'élargir au monde anglophone. Mais il y a effectivement un espèce de prisme francophone. Et nos échanges avec les services de police, de la brigade financière, de la police judiciaire, nous ont permis de constater à la fois le mode opératoire, le côté très industrialisé, avec définition d'une méthodologie, d'un script, et puis ensuite une mise en œuvre. Et donc ça a été une fraude très efficace et très productive pour les industriels. Maintenant, le chiffrage de la fraude de manière plus globale, externe et interne, il n'existe pas de chiffre. Ce qu'on sait, c'est que grosso modo, en moyenne, quelle que soit la taille de l'entreprise d'ailleurs, la fraude représente aux environs entre 150 000 et 200 000 euros par cas de fraude. Et donc on voit bien que les petites entreprises sont proportionnellement plus affectées par la fraude que les grandes entreprises. Même si toutes les entreprises, évidemment, ne subissent pas la fraude. Alors, c'est une moyenne par cas avéré, par définition. Alors là, c'est évident qu'il n'y a aucune statistique possible, mais d'après vous, les fraudes découvertes par rapport à la masse de fraude, toute fraude finit-elle par être découverte? Enfin, je peux retourner la question autrement. À un moment donné, oui. Par exemple, on dit que les fraudes internes, elles sont souvent détectées plus tard que les fraudes externes, parce que justement, il y a la confiance envers les salariés, donc on peut les détecter parfois après 1 an, voire des années après leur exécution. Juste un chiffre, une étude de la Hermès qui disait que 2 entreprises sur 3 avaient été victimes de tentatives de fraude l'année dernière. Donc c'est pour vous dire que vraiment ça concerne beaucoup d'entités. Mais sur les montants, il y a une certaine discrétion de la part des entreprises. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire un chiffrage stable. Non, je n'ai rien à Alors, rajouter. juste, est-ce que vous avez quelques exemples? Enfin, on voit pas mal de cas qui défraient la chronique. Alors, est-ce que vous pouvez nous en citer 2-3, nous en rappeler 2-3, parce qu'on en a sûrement entendu parler. Mais... Alors, on ne va pas parler des fraudes sur lesquelles nous, on travaille, parce qu'évidemment, nous ne sommes pas autorisés à le faire et tout doit rester confidentiel. Mais juste pour donner quelques exemples, donc on parlait là de la fraude au président. Et on avait l'impression que c'était une fraude qui pouvait refluer parce que maintenant, il y avait beaucoup plus de communication là-dessus, que les personnels dans les directions financières et comptables étaient sensibilisés à ce risque. Et puis là, on a appris dans les tout premiers jours de 2022 qu'une entreprise française, donc une société de promotion immobilière de la région parisienne, avait été victime à hauteur de 35 millions d'euros. Donc c'est énorme et c'est une configuration assez classique mais terriblement efficace où une comptable a reçu d'abord un faux email mais présenté avec la même adresse mail que l'adresse interne, donc elle s'est fait tromper sur l'adresse et c'était un email de la part du PDG, enfin du faux PDG, qui ensuite lui a expliqué qu'elle devait rester très secrète, très discrète sur un projet d'introduction en bourse. Il l'a appelée ensuite pour la convaincre et lui expliquer le processus à suivre. Il lui a donné les coordonnées d'un faux avocat. Donc, il y a eu une deuxième personne qui a appelé avec une nouvelle fausse adresse email, avec un nouveau numéro de téléphone pour se présenter pour l'avocat, ce qui a corroboré la véracité de ce soi-disant projet d'introduction en bourse. Et le virement est parti. Donc, ça reste d'actualité. Si on peut parler de 2 autres types de fraudes, alors qui sont pas des fraudes françaises, mais il y a en ce moment le procès de Terranos qui se passe au tribunal de San José en Californie. C'est donc Elizabeth Holmes, une jeune entrepreneuse de la Silicon Valley, qui a
réussi à faire croire à beaucoup d'investisseurs et des investisseurs pour le moins aguerris qu'elle avait créé un procédé d'analyse sanguine révolutionnaire qui permettait d'avoir des résultats en un temps record. Elle a levé des centaines de millions d'euros avec en fait un produit qui n'existait pas, enfin en tout cas qui ne fonctionnait pas, en ayant faussé les résultats. Donc on est là sur une fraude sur le produit même que commercialise l'entreprise. Et si j'ai le temps, je voudrais citer un dernier exemple de fraude comptable, donc une fraude qui porte uniquement sur les chiffres qui sont communiqués par les entreprises. C'est le cas de Luckin Coffee, qui est une société chinoise souvent présentée comme le Starbucks chinois, qui avait connu une croissance incroyable, qui était même cotée au Nasdaq et qui avait en fait maquiller ses comptes pour gonfler son chiffre d'affaires et faire croire que sa croissance était bien plus importante qu'elle ne l'était réellement. Donc ça attirait évidemment beaucoup d'investisseurs et d'actionnaires. Et puis la fraude a été démasquée et là ils ont dû l'an dernier négocier avec la SEC une sanction de 181 millions de dollars. Donc on voit les fraudes comptables. Nous, les plus jeunes ne connaissent pas, mais on a été tous marqués par l'affaire Enron. Et cette affaire, ce type de fraude comptable perdure aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose de passer maintenant à une table ronde. Nous allons parler de la fraude au quotidien. Quel risque? Quelle réponse?